Je veux souligner en fait, en commençant par ce point-là, le fait que pour moi, dans les travaux que j'ai menés, et j'en viendrai ensuite à la question de la formation des enseignants et de l'éducation inclusive, mon propos n'est jamais indifférent à des enjeux de compréhension d'un état de développement démocratique de nos sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que quand on travaille sur l'école, quand on travaille sur les enseignants, eh bien, on s'intéresse, en tout cas moi je m'intéresse, à des formes d'expression démocratique qui peuvent se traduire à la fois dans la façon dont on projette, dont on envisage l'éducation des jeunes générations, mais aussi bien dans la façon dont on envisage de former ceux qui les enseignent ou ceux qui ont vocation à transmettre ou à incarner ce projet sociétal. Et donc, tout ça, évidemment, est surplombant, mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, au cœur de mes préoccupations, en même temps qu'un autre qui m'est cher souci, c'est celui d'une réflexion au long cours sur l'espace européen, autour justement de ce qui le caractérise, non pas de manière essentielle, mais comment cette diversité affichée comme un élément distinctif, hein, uni dans la diversité, eh bien quelque chose malgré tout, de cette diversité doit être encore pensé pour ne pas en faire qu'un slogan, mais quelque chose qui soit véritablement mobilisateur sur le plan d'une citoyenneté européenne. Donc, même si mes intérêts de connaissance sont celles d'un chercheur, il y a aussi derrière tout ça un engagement citoyen. J'en viens maintenant au thème même qui a été, en même temps que l'éducation comparée, reconnu, c'est ce lien entre formation des enseignants et éducation inclusive. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, et c'est pour moi typique, y compris d'autres chantiers de recherche que j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années, que ce soit celui autour des professions de l'éducation, de l'évaluation des systèmes éducatifs, des cultures scolaires, du développement professionnel, c'est que c'est une rhétorique globale, finalement assez molle dans son acception de sens commun, et qui se caractérise par différents éléments qui, moi, me font penser que ça doit être travaillé, moi parmi d'autres, bien entendu, notamment par rapport à par rapport à sa dimension hyper consensualiste, c'est-à-dire on est avec la notion d'inclusion en éducation dans une notion qui est hyper positive et dans laquelle on peut à peu près tout mettre. Donc, globalement, on ne s'expose pas à la contradiction a priori lorsqu'on dit qu'on veut inclure. Ça ne dit pas qui va le faire, comment, à quoi, etc. Mais en tout cas, c'est une notion hyper positive. C'est une notion qui, de ce point de vue-là, se caractérise aussi par ce que j'appelle finalement un caractère ahistorique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas trop ancré à un espace culturel de manière à en assurer cette circulation globale. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi comme voilà, sur ces questions des registres de discours, les mots qu'on utilise et la façon dont on les utilise à dessein de circulation globale. C'est quelque chose qui, par ailleurs, traduit un consensualisme, je crois, parfaitement leurrant. C'est-à-dire qu'on pense avoir tout dit lorsqu'on dit qu'on va inclure, mais en réalité, on évacue quelque chose qu'on a du mal à gérer, peut-être au plan politique, c'est le conflictualisme qui est au cœur, malgré tout, de nos sociétés et qui laisse supposer que par la magie des mots, on va trouver matière à s'entendre. Par ailleurs, c'est une notion qui est troublée par des usages, c'est tout à fait continuité de ce que je viens de dire, par les organisations internationales, l'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne, le Parlement, la communauté, allègrement mobilisent la notion pour la diffuser, etc. Et comment, c'est quelque chose que moi, je souhaite explorer. Et donc, et enfin, et c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est une notion qui se signale dans la plupart des discours qui sont tenus en son nom, si ce n'est dans la recherche, mais quand même, parfois on peut s'interroger, par une forme de normativité. C'est-à-dire qu'au final, il y a derrière une cosmétique de neutralité quand même quelque chose qui vise à changer. C'est un outil conceptuel qui vise le changement et qui par ailleurs s'appuie par sa neutralité précisément sur un corpus idéologique que je ne vais pas qualifier prématurément, mais qui me paraît quand même exister. Donc, il me semble que, enfin, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que de la même manière que la sociologie a depuis des lustres
mis au jour toutes les hypocrisies, toutes les malhonnêtetés et l'inertie même qui se niche derrière les discours de principe autour de l'égalité, de l'égalité des chances, de la méritocratie, toutes ces fictions fondatrices, comme dirait l'autre, et choses qui ont été notamment travaillées par des gens comme Marie Durubella pour les sciences de l'éducation. Il me semble que derrière les notions d'inclusion, de formation à cela, se jouent les mêmes ressorts de torsion, de falsification, plus ou moins conscientes, plus ou moins assumées par les mots. Pour une perspective comparative, je vois cette entrée autour de la formation des enseignants inclusifs, comme il y aurait des sociétés inclusives, une sorte d'analyseur de nos systèmes d'éducation et de nos espaces démocratiques in the making, c'est-à-dire non pas comme le font beaucoup de comparaisons internationales sur les résultats, sur ce que produisent les systèmes, mais sur, et ça caractérise de mon point de vue une posture de recherche que je défends en éducation comparée, qui est aussi qualitative, systématique et potentiellement même clinique, sur des cas, sur des études de cas, qui donc s'intéresse non pas à l'output, on pourrait dire, mais à la façon dont les processus se construisent de sémiotisation, de construction d'intentions, de principes, de discours, et comment ils sont digérés, travaillés, remaniés par les acteurs éducatifs eux-mêmes. Donc, mon intérêt surplombant est bien de nature à la fois scientifique et politique. Il s'agit de travailler sur l'état de nos écoles et de nos formations d'enseignants, et d'interroger quelles sont les conditions de la délibération et de l'expression démocratique. Voilà. C'est-à-dire quelles sont les normes en usage, comment elles se construisent, comment elles sont appropriées. Et derrière tout ça, il y a évidemment l'affirmation forte, en tout cas dans le projet, je l'avais affirmé fortement, l'affirmation de l'espace européen de l'éducation, lui donner une consistance, voir si ça signifie quelque chose ou si c'est purement un projet économique, est-ce que c'est un projet politique et donc citoyen, tout cela m'intéresse. Alors, pour cela, en fait, évidemment, parce qu'on ne travaille pas dans l'absolu, ce sont là on va dire, des principes organisateurs d'orientation d'un projet de connaissance, eh bien, il faut l'envisager non seulement à différentes échelles, cette question, j'y reviendrai, mais aussi avec l'idée qu'on doit pouvoir travailler sur différents registres d'analyse qui me paraissent intimement liés. Et je suis dans cette construction actuellement qui associe à la fois des enjeux épistémologiques et méthodologiques. Il me semble, en tout cas c'est la direction que je prends, et voilà, dans mes recherches individuelles, et puis après, on voit aussi avec les doctorants comment eux-mêmes ils l'envisagent, mais il me semble qu'il y a un premier registre qui est évident, mais qui, moi, m'intéresse grandement, au regard de ce que je viens d'évoquer, c'est un registre normatif autour de cette question de formation des enseignants inclusifs. Normatif à différents niveaux, c'est-à-dire, par exemple, au niveau global, au niveau européen. Quels sont les leviers en Europe aujourd'hui par rapport à cette question du développement ou du changement dans la formation des enseignants, et notamment dans un changement qui irait vers des enseignants plus inclusifs. D'abord, il y a un effort définitoire. Comment l'Europe, le Parlement européen, par exemple, définit cette logique de promotion d'enseignants plus inclusifs. Donc, il y a beaucoup de rapports là-dessus, il y a beaucoup de travaux, y compris d'analyse, de recherche sur ces questions-là. Et ce qui m'importe, moi, c'est de voir comment se construit ce discours et, au fond, comment une Europe qui est marquée, comme vous le savez, sans doute, par une simple capacité de recommandation, mais au nom d'un principe de subsidiarité, les systèmes éducatifs nationaux demeurent finalement maîtres d'œuvre dans la façon dont ils vont vivre ces orientations globales. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à la fois sur le plan curriculaire, sur le plan programmatique et sur le plan des préconisations formelles, des résolutions, comme on dit en termes européens, comment ça se met en œuvre. Voilà. Et donc, ça m'amène d'ailleurs à
à m'intéresser à des recherches d'anthropologie politique sur, par exemple, les travaux de Marc Abélès sur la vie quotidienne au Parlement européen, ou sur des travaux qui se sont intéressés au registre discursif, au type de textes qui sont produits par les institutions internationales, les langues qui sont à l'œuvre et comment celles-ci se diffusent dans un univers marqué par une diversité linguistique. Donc, il y a là des choses qui sont intéressantes. Et je le croise, alors ça fait partie d'une expérience en cours, donc j'ai du mal à adopter un point de vue très réflexif sur la question, mais néanmoins je le tente. Je suis actuellement engagé un peu douloureusement dans l'écriture d'un rapport à l'intention du Parlement européen sur précisément la construction, ou plus exactement l'approfondissement d'un espace européen de l'éducation. Et c'est une entente compliquée, y compris dans la définition de ce qu'on attend. Parce que moi, en tant que chercheur en sciences sociales, je peux évidemment rendre compte sur différents plans. Pour le dire simplement, sans rien trahir, on me demande de réfléchir à la question de l'éducation à une citoyenneté active, à l'éducation aux médias, à l'environnement, la question aussi de l'éducation à distance et de la formation des enseignants. Donc, sur tous ces éléments-là, il y a des recherches. Et pour autant, on me demande en quelque sorte d'être dans la recommandation et d'être dans l'outillage. C'est-à-dire qu'on est, je trouve, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, dans cet espace singulier à l'interface entre le diagnostic, la recherche et l'expertise internationale et le politique, dans une forme de triomphe de l'oxymore, où on appelle, par exemple, j'ai eu un premier feedback avec des gens justement du Parlement, de la Commission culture et éducation, qui me disaient il faudrait parler neutre. Il faudrait parler neutre et en même temps recommander. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande à la fois d'être force de proposition par rapport, y compris des travaux de recherche, mais d'être dans une sorte de hors-sol, de neutralité dans le texte qui, pour moi, m'interroge sur le registre, pour le coup, discursif, mobilisé, et qui, de mon point de vue, mérite analyse, alors pour le coup réflexive, et sur la base aussi d'autres expériences, par rapport à ce qu'il en est de cette production d'un discours européen sur l'éducation. Donc là, c'est pour moi quelque chose qui est tout à fait intéressant à travailler et qui rejoint d'autres enjeux, c'est-à-dire par exemple le fait que parler d'éducation ou de formation des enseignants à la citoyenneté, à une citoyenneté active, à être inclusif, etc., ce sont aussi des concepts à tiroir qui arrivent. Par exemple, ce sur quoi d'ailleurs travaillent aussi beaucoup de doctorants dans notre labo. La question de l'inclusion, c'est aussi réfléchir sur le lien avec l'intégration, mais le terme lui-même ne franchit difficilement la frontière linguistique. Donc, comment on rend compte de ça? De la même manière sur la question de la formation et du développement professionnel, puisque vous savez sans doute que on parle de plus en plus, y compris en France, non plus de formation continue, mais de développement professionnel. Tout ça en lien avec quelque chose qui est très au cœur aussi de l'espace européen, c'est la formation tout au long de la vie. De la même manière, c'est une invitation à réfléchir sur la construction des normes en éducation, c'est-à-dire dès lors qu'on s'intéresse à l'inclusion, c'est une manière d'essayer de saisir un peu comment on qualifie l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc, il y a plein de choses de la même manière sur les diversités. Lorsque, par exemple, l'Europe parle de l'inclusion, de la diversité, de quelle diversité parle-t-elle? Et comment ensuite, et donc j'en viens à mon deuxième niveau, qui sera plutôt le niveau des contextes nationaux, comment ensuite on traduit dans des espaces dans lesquels, justement, on aura des rapports très différents à la définition de la diversité, par exemple, toute politique éducative nationale, contrairement, de mon point de vue, et c'est ça qui m'intéresse aussi, il y a une volonté de neutralité dans le discours européen qui contraste singulièrement avec des politiques nationales qui, elles, sont au contraire, de mon point de vue, saturées de valeurs, de positionnements qui, en fait, voilà, c'est l'idée au nom du peuple français, au nom du peuple italien, comme dirait Dino Risi, mais disons au nom du peuple et au nom d'un contrat social qui lie les politiques au peuple, au nom par exemple du contrat républicain, on va avancer dans telle direction pour traduire localement, au goût du temps présent, comme dirait Marie Douglas, des orientations supranationales européennes autour de la formation des enseignants, de la citoyenneté, de l'inclusion, etc. Ce qui m'intéresse sur ce deuxième plan, donc,
de réflexion sur les normes. Donc, vous avez compris, ce premier registre normatif, je l'envisage à la fois sur un plan que j'appelle global, même si localement c'est l'Europe, mais enfin, disons, en lien aussi avec d'autres instances de discours des organisations internationales comme l'OCDE ou l'UNESCO, mais principalement la Commission européenne et le Parlement. Premier point, il y a une normativité à l'œuvre, comment elle se construit, qu'est-ce qu'elle donne à entendre. La neutralisation des différences par des productions de textes eux-mêmes supposés neutres est aussi un indicateur voilà, de la façon dont on conçoit justement la question de l'éducation dans un espace dans lequel la diversité est promue. Et donc, deuxième temps, le niveau national lui-même pluriel, mais dans lequel ce qui m'intéresse, c'est véritablement d'essayer d'approcher dans quelques pays, et pas tous, il ne s'agit pas de faire un tour d'horizon de l'Europe, mais enfin, avec des focus en fait, sur quelques-uns, les degrés d'élaboration, d'imposition, de pénétration de cette rhétorique, de ces discours dans les curricula, dans la formation des enseignants, comment finalement les écoles nationales pensent la question qui leur est finalement adressée ou les enjeux qui leur sont adressés à partir d'elles-mêmes et en référence à des récits, à des fictions propres. Il est évident que l'imaginaire scolaire anglo-saxon, l'imaginaire scolaire scandinave, finlandais ou suédois, italien et français ne sont pas solubles dans la même, voilà, dans la même identité culturelle. Donc, comment et quelles sont les différentes étapes d'élaboration d'un discours autochtone, on va dire, autour de ces questions, donc, et qui érige de nouvelles normes, en fait. Hein, donc, une superposition, alors certains parlent d'une approche interscalaire, mais peu importe, ce sont des termes barbares pour dire simplement qu'on s'intéresse à la fois à des normes globales et puis des normes plus locales qui elles-mêmes sont à penser sur un registre non seulement normatif, mais aussi, et j'en viens à ce deuxième registre, un registre imaginatif, un registre narratif. C'est une fonction qui n'est pas exclusive de la précédente parce que, comme je l'ai évoqué, il me semble que les politiques éducatives sont elles-mêmes marquées par ce registre-là. C'est-à-dire, on est dans des communautés effectivement imaginées qui reposent sur du récit, sur des fictions. Et donc, il y a cet aspect-là. Les normes elles-mêmes s'appuient sur ces récits, mais aussi chez les individus de chair et d'os qu'on trouve dans les écoles ou dans les centres de formation. Et donc là, ce qui va m'intéresser dans ce registre narratif et imaginatif, c'est comment précisément des enseignants, des formateurs d'enseignants, des acteurs éducatifs vont, à partir justement d'un rôle prescrit, lui-même subissant des transformations, vont construire du sens de leur engagement. Et comment, dans une sorte d'économie de ressources et de contraintes, ils vont inventer finalement quelque chose qui a à voir avec la commande, c'est-à-dire, ou pas, la résistance étant une forme d'appropriation de cette commande. Donc là, on est plus dans la façon dont les individus construisent individuellement et collectivement, mettent en intrigue en tant que formateurs, enseignants, en tant que oui, en tant qu'individu ou en tant que collectif, le terme même ayant commencé les entretiens, je vois comment il y a des notions qui résonnent dans des univers et pas dans d'autres. Le terme collectif, par exemple, ne résonne pas dans l'univers anglo-saxon ou autre, où on parlera plus de communauté d'apprentissage. Bon. Alors que nous, c'est le contraire. On parle un peu maintenant de communauté éducative, parce que voilà, mais en réalité, l'idée même de communauté ne passe pas forcément la rampe d'un imaginaire professionnel du côté des enseignants, des formateurs. Donc, il y a des enjeux qui sont divers dans ce deuxième registre, encore une fois imaginatif et narratif, mais il y a des enjeux qui sont pour moi essentiels, qui sont des enjeux de traduction. Je dirais volontiers que pour moi, l'éducation comparée, c'est véritablement travailler aussi sur le mot, la façon dont ils sont construits, dont ils résonnent dans des espaces culturels, dont ils sont retravaillés pour donner lieu à, non pas à des universels, mais vraiment à des formes très autochtones de signification. Et donc, ça renvoie à cette ambition un peu sémiotique que j'évoquais dans le résumé de mon travail. Puis enfin, il y a un registre qui est aussi important, c'est le registre pragmatique.
c'est-à-dire des principes, des normes, des représentations, et aussi des actions, des interactions. Et donc, il s'agit là, plus par de la participation à des formes de vie, eh bien, d'observer les interactions, comment on s'y prend finalement, au-delà des récits et au-delà des normes, pour faire vivre dans des localités, parce que je suis partisan, je le disais tout à l'heure, d'approche par cas, donc plutôt par des comparaisons de localités plutôt que par des comparaisons trop abusivement généralisantes pour dire voilà, ça c'est la France, ça c'est l'Angleterre, ça c'est. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que de toute manière, lorsqu'on fait le choix de terrain, eh bien, ce sont des cas particuliers du possible qui de toute manière n'épuisent pas le réel, mais simplement, bon, c'est dans une logique d'exemplarité. On ne peut pas tout faire hein, quand on est aussi bien thésard que chercheur au long cours, et donc on fait des choix. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de repérer, de construire des comparables, des équivalents fonctionnels finalement, et d'observer, à la fois d'écouter les gens. C'est important parce que s'il y a bien une profession dont on parle beaucoup, que ce soit par quelque noosphère que ce soit une noosphère politique ou scientifique, les enseignants sont beaucoup parlés. Les formateurs d'enseignants également. Donc, l'idée, c'est de, précisément sur des questions qu'on envisage, quand le Parlement européen dit « qu'est-ce que vous recommandez ?», à aucun moment on dit « mais qu'est-ce que les enseignants, eux, pensent de cette affaire-là ?» On est dans une logique qui demeure toujours très marquée par une forme d'ignorance à la parole, l'incarnation même de ce dont on parle. Et donc, pour cela, j'envisage effectivement de m'intéresser à la fois à des enjeux oui, comme on dit, de dispositifs de formation, comment ils se développent. Le terme même donne lieu à beaucoup de travaux et c'est tout à fait intéressant. Je pense les utiliser pour clarifier cette notion. On parle de plus en plus de dispositifs d'éducation et de formation. On parle aussi d'organisation du travail scolaire, enseignant, les formes de leadership, etc. Toutes ces choses-là, auxquelles je veux ajouter également une attention à l'écologie de l'environnement scolaire. Comment finalement, il y a certains parmi nous qui travaillent sur ces questions-là, comment les lieux, comment la forme scolaire se donne aussi s'exprime aussi dans des lieux qui ont leur propre organisation, leur propre écologie. Et je pense que approcher la question des apprentissages professionnels, organisationnels, le développement professionnel des enseignants par rapport à des enjeux d'inclusion, c'est aussi s'intéresser à ce lieu qui est le lieu du travail. Donc, très concrètement, l'idée, c'est de travailler sur des terrains, alors des localités, des établissements, des centres de formation. Il y a quelques années, j'avais travaillé dans le cadre d'un projet Interreg sur une eurorégion. Alors évidemment, aujourd'hui, on pourrait le faire aussi. Et si j'en parle, c'est parce que c'est certain. J'avais travaillé sur un projet Interreg précisément sur la prévention de l'exclusion scolaire entre le Nord-Pas-de-Calais et le Kent. On avait fait à la fois des entretiens et de l'observation dans les établissements, dans une perspective européenne, mais euro-régionale. De la même manière, là, il y a quelqu'un, alors en l'occurrence, c'est Milena Sarmiento, mais d'autres peuvent être intéressés, qui travaille dans une perspective comparatiste inter-euro-régionale au Pays Basque, espagnol et Aquitaine. Et donc, du coup, il y a là des enjeux intéressants par rapport à des enjeux qui, à mon avis, par rapport aux catégories cibles, qui sont la formation des enseignants et l'éducation inclusive, permettent de penser le rapport entre le central et le local. Quel type de délégation, quelle médiation, quelle autonomie, etc. Donc, la construction des terrains, elle est en cours. Elle a été évidemment, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous. Elle a été un peu empêchée ce printemps, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas tout à fait. Donc, cette construction des terrains, elle a été facilitée par beaucoup de personnes et donc je les remercie au passage, mais même si pour l'instant les terrains ne sont pas encore débutés, je pense par exemple pour l'Angleterre, des gens comme Lindsay Wayne, Suzanne Milborg, aussi bien pour l'Angleterre que pour les réseaux scandinaves, pour l'Italie, Monica Minku et je pense aussi Barbara Santimanez qui est pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Espagne, José Beltran, et puis Milena également, pour la République tchèque, Magda, etc. Donc,
ce travail en réseau permet d'avancer dans la constitution, finalement, d'intérêts de connaissances partagés, qui font que moi, évidemment, je vais faire une partie du travail, mais d'autres vont en faire d'autres. Et les doctorants s'inscrivent aussi dans cette logique. L'idée, c'est finalement, dans 3 ans, parce que finalement, ça fait dans 3-4 ans, on a quand même un peu de temps devant nous, c'est d'avoir à la fois vraiment travaillé toutes les notions que j'évoque là, mais aussi rassembler, capitaliser plusieurs centaines d'entretiens, une partie par moi-même, bien sûr, dans le cadre de ma recherche individuelle, et puis d'autres. L'idée, c'est de mutualiser un peu les choses pour essayer de produire des travaux collectifs autour de ces questions. Et je pense que nous sommes en bonne voie pour le faire. Évidemment, les réseaux d'éducation comparée y aident, et je pense que c'est quelque chose qui est prometteur. Alors, le cadre d'analyse en cours d'élaboration, il est pluriel et il est complètement en lien avec tout ce que je viens d'évoquer. D'abord, ce cadre d'analyse, il est marqué donc par mon intérêt pour à la fois l'analyse de la construction des normes et puis une approche plus incarnée, plus centrée plus narrative, de construction du sens par les acteurs, et en l'occurrence par les formateurs, les enseignants. Mes principales références, c'est notamment le courant herméneutique des discours en éducation comparée, ce que certains ont appelé les études globales, globologie, comme je pense à des gens comme Popkewitz, Jürgen Schriever, Antonio Novoa, des gens qui ont travaillé à la fois sur la construction des curricula scolaires comme ça, mais aussi, je pense aussi à des sociologues du curriculum comme Forquin ou Apple, qui ont développé des choses aussi, de mon point de vue, tout à fait utiles pour approcher ou pour construire théoriquement ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'analyse des normes. L'héritage est aussi évidemment celui d'une herméneutique du sujet de Ricoeur et aussi une sociologie de la traduction de Calon et Latour. Mais véritablement, ce qui, à mon avis, est au cœur de mon propos, et ce n'est pas nouveau, c'est d'approcher en fait la culture comme texte. Une culture, alors multiscalaire, mais qui est fabriquée un peu comme une fiction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, après qui peut être, qui doit pouvoir être aussi complété par une approche pragmatique, d'où l'importance de ce registre-là. Mais c'est un premier pan de mes référents que je mets en avant. Il y en a un autre, c'est celui plutôt de la sociologie comparatiste qu'on a appelé l'analyse sociétale, qui n'est pas nouvelle, mais que je trouve particulièrement éclairante, parce qu'à la fois, elle s'est construite, alors c'est celle qui a été développée par Marc Morris dans les années 70, autour, qui a été aussi ensuite retravaillée, par exemple, dans le courant de la gouvernance interactive, qui à la fois prend le contre-pied d'une perspective culturaliste, qui dirait globalement rien n'est comparable parce que tout est très singulier, ou d'une perspective fonctionnaliste qui réifie les phénomènes approchés en les amputant de leur épaisseur culturelle et historique. Et en travaillant sur la construction d'équivalents fonctionnels, notamment, il me semble que les approches développées par cette sociologie, notamment du travail, est particulièrement utile. Un autre courant que j'utilise volontiers, et ça aussi c'est pas nouveau, c'est un courant héritier de mon point de vue, enfin on appelle ça néo-institutionnaliste, mais il est très développé en Amérique du Nord, qui renvoie à une certaine sociologie de l'action publique inspirée par la phénoménologie. Au fond, au départ de mes propres recherches, dans la thèse, j'avais été particulièrement sensible dans l'approche de la question identitaire, identité professionnelle, aux travaux à la fois de l'herméneutique, mais aussi de la phénoménologie et de ses héritiers, y compris dans le champ sociologique, comme Schutz ou comme Berger et Luckmann. Et donc, c'est en référence aussi à cette idée, au fond, d'une sorte d'archéologie des institutions qui sont porteuses de mémoire, même si on ne les interroge pas comme telles, que finalement, il me semble qu'en référence là aussi à des travaux comme ceux de Powell, Berger et Luckmann, on doit pouvoir travailler la notion d'institution éducative, école, comme le théâtre de configuration cognitive, mais aussi sensible. C'est la raison pour laquelle je suis aussi très attentif à la façon dont ces lieux se construisent et comment on les occupe. Et enfin, dernier pan de référence dont je me sers actuellement, c'est l'anthropologie politique que j'évoquais tout à l'heure,
de Marc Avénès et consorts autour justement de l'analyse des discours politiques, les ressorts, les registres discursifs, la manière dont ils ont une vocation à la fois de rendre compte du réel et en même temps d'être éminemment normatif et prescriptif. Tout cela, finalement, permet de croiser des perspectives qui, en éducation comparée, me servent non pas à séparer, à caractériser, à essentialiser, mais à relier. En fait, c'est ça qui m'intéresse depuis toujours dans mes travaux comparatistes, c'est de relier pour repérer à la fois des continuités, des discontinuités, des invariants anthropologiques, et finalement éclairer de manière contrastive la spécificité de telle ou telle configuration sociétale sans pour autant l'essentialiser. Donc, l'idée, c'est véritablement dans cette affaire de repérer des régimes de signification, de justification à différentes échelles. C'est la raison pour laquelle, dans ces approches, je mobilise les registres des normes, registres imaginatifs et registres pragmatiques, tous finalement inscrits dans l'espace et dans le temps de société qu'on dit inclusive. Ça